Bonjour à tous, c'est Guillaume, bienvenue sur Astronaute. Alors aujourd'hui, on va parler des process icônes de PixInsight. Allez, c'est parti. Ah là là. Il n'y a pas un petit air de ressemblance en ce moment? Hashtag confinement. Et bien voilà, je vais faire parmi vous quelques heureux. Vous avez été très nombreux à me demander, que ce soit sur le forum, en commentaire, par mail, voilà, des process icônes pour bien utiliser PixInsight, pour avoir voilà quelque chose de bien organisé. C'est chose faite et je fais encore mieux pour vous. Je vais vous expliquer étape par étape, voilà, les process icônes, à quoi ils servent et surtout comment les utiliser, comment les faire. Vous avez déjà un article qui est paru sur mon site internet www.astronaute.fr. Je vous mets un lien dans la description de cette vidéo, donc un lien vers cet article et un lien aussi vers le téléchargement de ces fameux process icônes. Vous allez en avoir trois. Un premier qui va concerner donc le pré-traitement, un deuxième qui va concerner les masques, la création de masques, et un troisième qui va être donc pour le traitement classique des images LRVB, mais aussi des APN, et on en reviendra un petit peu plus tard. Alors pour ceux qui n'ont pas le logiciel, eh bien je vous conseille quand même de regarder ces vidéos, ça vous permettra de voir comment fonctionne donc ce soft qui à premier abord est très compliqué, sauf qu'avec ce système de process icônes, tout devient beaucoup plus facile. Et ben c'est parti, on va sur l'ordinateur. Alors pour cet exemple, j'ai chargé une image que j'avais faite, donc c'est la Galaxy M100, ça me permettra de vous montrer quelques petits tests et qu'est-ce que peut donner certains process. Donc là, on va parler de petits réglages indispensables pour ceux qui ont des caméras couleur ou qui ont des caméras donc type appareil photo numérique. C'est ce que vous allez retrouver ici, le format Explorer. Quand vous allez aller dans RAW, une chose essentiel à faire si vous voulez que mes process icônes fonctionnent correctement, bien dans l'ordre dans lequel je vais vous les énoncer, c'est de venir régler ici le RAW format préférence, comme c'est ici, en cochant donc ici Create RAW SCFA Image. No flip, très important, parce que si vous avez la caméra qui a une détection de rotation, eh bien vous allez avoir votre image qui sera tournée. Et après, tout ce qui est dark flat, etc., qui ont eu la malchance d'être tournés alors que vous prêtez des images qui n'étaient pas tournées, vous aurez des problèmes d'erreur, donc de format d'image. Donc après, no black point correction, no highlight, etc. Et en bas, très important aussi, le white balance, no white balance. Il ne faut pas que les images prennent en compte la balance des blancs de l'appareil photo numérique. Quand ceci est fait, on clique OK, hop, et pour le reste, normalement, c'est tout bon. Très bien, alors, tout d'abord, la première question pour ceux qui ne connaissent pas le logiciel, qu'est-ce qu'un process icône? Eh bien, un process icône, c'est très simple. PixInsight, comment il marche? Vous allez avoir de nombreux processus qui vont être utilisables, donc que vous pouvez retrouver ici dans le Process Explorer ou ici dans le Process. Ici, ils sont tous rangés. Ou alors, vous avez All Process. Donc, tout ce que vous pouvez voir à l'heure actuelle sur l'écran, ce sont les processus qui sont utilisables. Ça vous permet, entre autres, de faire le pré-traitement, l'intégration des images, la balance des blancs, la correction colorimétrique, on peut faire quoi, des images HDR, diminution du bruit, augmentation des détails, bref, chaque processus correspond en fait à un traitement ou à une opération très précise. Cependant, quand vous ouvrez PixInsight, les opérations que vous avez utilisées précédemment n'existent plus. Vous recommencez à zéro et tous les réglages que vous avez effectués dans les différentes images précédentes, eh bien, il faut que vous retapiez tous les réglages, et si les réglages ne sont pas ceux de base, eh bien, il va falloir retrouver tous les réglages que vous avez fait avant. C'est pas très pratique, sauf que PixInsight, les développeurs ont bien pensé la chose, c'est que vous pouvez organiser votre workflow, hein, votre espace de travail, en sauvegardant toutes les étapes avec les réglages pour pouvoir les réutiliser par la suite. Petit exemple, imaginons que je vais utiliser le processus que j'ai utilisé, bon, image intégration. Donc ici on a image intégration, vous allez faire une intégration voilà, en rejetant les pixels par méthode WinRAW Clipping, avec des réglages comme ceci, comme cela. Voilà, c'est vraiment complètement aléatoire ce que je fais. Bref, vous utilisez ce processus, il est bien, vous le fermez, vous fermez PixInsight. Donc regardez bien, là on a 5.5.1.9, vous fermez PixInsight, vous revenez. Et quand vous allez relancer PixInsight, alors là c'est le mauvais exemple parce que là ça va le garder en mémoire, mais eh bien les réglages ils vont revenir d'origine, comme si vous n'aviez fait aucun changement. Là ça marche pas parce que PixInsight est encore ouvert, si vous retournez sous processus, il a gardé quand même en mémoire ce que vous avez utilisé pendant la session PixInsight. Bref, donc là vous avez tout d'origine comme avant avec nos réjections et pixel réjection ici, voilà c'est revenu en gris.
Donc c'est pas très pratique quand on réutilise très souvent des processus, hein. Quand on va faire du pré-traitement, c'est quasiment toujours les mêmes réglages, on va juste toucher un petit peu le curseur en fonction de l'image qu'on va avoir. Sauf que du coup, c'est pas très pratique. Alors, comment on peut faire pour créer ce qu'on appelle du coup le process icône? Eh bien, on va reprendre notre exemple de image intégration. Donc, dans cette première étape, je vais vous montrer comment on fait un process icône. Après, je vous montrerai mes process icônes et je vous expliquerai un petit peu comment ça marche. Donc, première chose à faire, donc vous faites votre réglage, Windows Sigma Clipping, vous diminuez, vous augmentez, bref, les petites choses. Vous faites votre essai, tout est bon. Vous voulez enregistrer ce process icône. Eh bien, vous restez cliqué sur le petit triangle là et vous le faites glisser dans le workflow. Et là, comme par magie, si vous le fermez, d'ailleurs, hop, on va le réouvrir pour vous montrer un exemple. Donc là, vous voyez que j'ai mis Windows Sigma Clipping, Sigma 4.3, 2.2. Donc ça, c'est ce que j'ai enregistré juste ici. Donc qu'est-ce qui va se passer si je change ici, par exemple, les valeurs? Et bien regardez, quand je double-clique sur celui-là, paf, il reprend les valeurs que j'ai enregistrées tout à l'heure. Donc celui-ci, il est enregistré. Seconde chose, quand vous faites un process icône, le nom process 01, c'est pas terrible, donc on va changer son nom. Donc on va cliquer sur le petit N dans le coin en haut à droite et on va marquer par exemple intégration light. Alors dans le nom, vous pouvez pas mettre d'espace, je vous conseille de mettre le tiret bas du 8. Vous cliquez OK et vous voyez qu'il a changé de nom. C'est super, donc après vous pouvez en faire un très grand nombre. Par exemple, on va mettre celui-là, on va le foutre hop, ici, on le ferme, on rechange le nom, on met du blablabla, on clique OK. Après, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh ben, vous pouvez les déplacer, les mettre dans l'ordre que vous voulez, en dessous, à côté, en haut, en bas, enfin bref, vous les mettez où vous voulez. Une autre chose qui est super bien aussi, c'est quand vous allez dans Processus. Alors là, vous avez accès que par Processus Explorer. Vous allez aller dans All Process et ça s'appelle ici, nos opérations. Donc vous le faites glisser, parce que vous ne pouvez pas double-cliquer dessus, ce n'est pas un script, ce n'est pas un traitement. C'est juste en fait un icône qui vous permet de faire du tri. Donc ici, vous allez mettre par exemple un titre, calibration. Alors, on s'en fout, on va mettre calibre. Hop, moi ce que j'aime bien faire quand je fais des séparations, je mets plein de traits comme ça, voilà, et je le mets en haut. En fait, ça va être un intitulé de ce qui va se passer, de se trouver en dessous en fait. C'est comme ça que moi j'organise. Donc là, je vais savoir que quand je suis arrivé là, ce qui se passe en dessous, c'est pour la calibration. Voilà, c'est vraiment un exemple aléatoire que je fais. Hein, ça. Donc après, quand vous avez fait donc toute votre liste, que vous avez, je sais pas, 15 icônes, vous pouvez donc sauvegarder ce process icône pour pouvoir le réutiliser un peu plus tard. Donc vous allez faire un clic droit sur le bureau de PixInsight, faire process icône et save process icône. Donc ici vous voyez ma liste de process icônes, vous allez taper n'importe quoi et vous allez faire enregistrer. Ça va créer un fichier comme vous pouvez le voir ici, général pré-traitement, traitement classique, etc. Vous mettez le nom que vous voulez. On annule. Si vous voulez supprimer un process icône, vous allez dessus, clic droit, delete. Bien sûr, n'oubliez pas de le réenregistrer si vous voulez qu'il n'apparaisse plus dans votre process icône. Bref, on va supprimer tout ça. Donc du coup, qu'est-ce que ça peut donner à un vrai process icône une fois qu'il est fait? Eh bien, on va ouvrir tout de suite un process icône. Donc on va faire process icône, l'autre process icône. Et ici, on va prendre le premier process icône que vous allez avoir accès sur mon site internet. On va prendre le général pré-traitement. Et voilà donc le process icône que je crée pour tout ce qui est tous mes fichiers de pré-traitement. Donc là, vous avez normalement tout. On va voir un petit peu comment ça se passe. Donc ici, vous avez un script qui vous permet en fait de venir sélectionner de vérifier la FWHM et la qualité de vos images. Je ne vais pas le faire, c'est long, hein, je l'ai déjà utilisé dans plusieurs de mes tutos, je vous conseille d'aller les voir. Donc ici, il faudra juste changer cette petite donnée qui correspond en fait à votre échantillonnage de votre système imageur principal. Et puis ici, donc résolution, d'ailleurs je suis pas bon là, moi c'est une résolution 16 bits pour ma caméra. Donc ici, vous le mettez en unité de arc seconde. Voilà, après vous sélectionnez vos images, vous cliquez OK, il va mesurer donc, les paramètres de vos images et entre autres vous donner votre FWHM. Ça c'est un processus que j'utilise pour trier mes images et comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, en fait j'utilise souvent mes images
qui sont dans un arc seconde de FWHM. Bon, peut-être qu'on en reparlera dans d'autres vidéos, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un petit peu plus compliqué. Et ce n'est pas le but de cette vidéo. Donc vous avez pu voir que j'ai mis un titre, tri des images, vérifie la meilleure image, et c'est cette image-là que je vais utiliser, donc je le marque dans un petit coin. La meilleure image, c'est celle que je vais utiliser pour faire l'alignement de mes images un peu plus tard. Donc vérification de la FWHM, vous pourrez retrouver donc sur tous mes process, ou quasiment tous, je vais ça un peu vite, hein, il y a peut-être des fautes d'orthographe, mais voilà, vous cliquez sur le petit logo D ici qui est en rouge, s'il y a un petit rouge, s'il est en rouge, c'est qu'il y a une description. Donc vous cliquez dessus et je vous ai mis une petite description du process. Voilà, c'est en supplément de ce que je suis en train de faire maintenant. Ça vous évite de revenir voir à chaque fois la vidéo à quoi ça sert ce processus. Vous avez un petit descriptif et aussi dans certains cas, qu'est-ce qu'il faut changer dans le processus. Comme ici, dans Add File, on va venir sélectionner tous nos bias par exemple. Donc ici, génération du master bias. Voilà, ne changez pas les paramètres. Normalement, c'est bon, hein, ou à peu près bon. Voilà, donc ce que j'ai mis ici, Add File, sélectionner tous les bias. Donc en fait, je vous demande de cliquer là, double fois, et de venir sélectionner toutes vos images de bias pour créer votre master bias. Et d'ailleurs, je vous le dis après, il faut sauvegarder après votre master bias en XIF. Alors normalement, ça devrait le faire automatiquement, je suis pas certain, mais bref. Donc ainsi de suite, ici calibration des darks. Voilà, donc vous pouvez cliquer là-dessus, vous allez au Output Directory, je vous dis des petites choses intéressantes. Donc ici, ce qui est important, c'est dans Master Bias, il faut bien sélectionner le Master Bias, donc dans cette case ici. Vous voyez, j'ai enregistré ce processus avec uniquement la case Master Bias de cocher. Les autres ne sont pas cochés. Donc ça, c'est, vous regardez bien le titre, Génération Master Dark. Donc ensuite, on continue. Ça, c'est pour le Master Dark. Ici, vous avez la même chose. Je passe très vite parce que ça, c'est à suivre dans l'ordre. Vous suivez ce que j'ai marqué là. Voilà, si vous avez un petit peu en tête les différents processus, l'ordre dans lequel est fait un pré-traitement, ça va aller vite. De toute façon, l'ordre, c'est celui-ci. Après, flat, calibration des flats, intégration des flats. Voilà. Et après ici, très important pour ceux qui utilisent des images d'appareils photo numériques. Donc ça, suivez la chose parce que c'est vrai que vous êtes beaucoup à me poser des questions sur les appareils photo numériques. Ce n'est pas quelque chose que j'utilise très souvent moi parce que moi j'utilise beaucoup la caméra CCD. Même si maintenant je me mets un peu plus à l'APN. Je trouve ça assez intéressant avec ma petite lunette. Donc avant toute chose, calibration de vos images. Donc ça c'est la calibration générale suite à la création des Master Dark, Flat et Offset. Donc ici, vous voyez que les trois sont cochés. Ici, vous avez sélectionné donc votre Master Bias, votre Master Dark, votre Master Flat. Et après ici, donc toutes vos images. Et ici, Output Directory, donc là où c'est que vous voulez enregistrer vos images calibrées. Et ensuite, une chose très importante, je le répète pour les appareils photo numériques, si vous suivez bien ce que j'ai dit au début, quand j'ai parlé du format Explorer dans le RAW, vous allez avoir une image qui n'est pas dématricée quand vous allez l'ouvrir dans PixInsight. C'est-à-dire vous allez voir un espèce de quadrillage gris donc, et en noir et blanc. Donc le logiciel lui détecte cette image donc, comme noir et blanc, comment elle est réellement cette image, sans dématrissage on appelle ça. Donc il va falloir à cette étape-là dématricer vos images, les passer en couleur. Donc c'est ici, donc c'est la même chose pour les appareils photo numériques et la même chose pour les caméras couleur. Donc c'est Debayer. Alors souvent pour les appareils photo numériques, ici vous pouvez laisser auto. Ça va détecter automatiquement le quadrillage de matrice de Bayer. Je ne reviens pas dans le détail parce que je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur les vraies couleurs de l'univers. Je parle beaucoup de comment marche un appareil photo numérique couleur avec la matrice de Bayer, mais donc je ne reviens pas dessus. Donc laissez pour les appareils photo numériques classiques auto, sinon mettez RGGB si vous avez des erreurs et qu'il n'arrive pas à dématricer, vous mettez RGGB, c'est le seul classique. Voilà. De toute manière, vous avez le petit carré ici, je l'ai indiqué là. Ensuite, quand les images sont dématricées, correction cosmétique, voilà. Ici, vous laissez alors 3,3. Voilà, ça permet de supprimer les pixels chauds et les petits pixels résiduels comme ça, les pixels froids aussi, Call Sigma. Donc là, vous venez sélectionner toutes vos images qui sont dématricées.
Et ensuite, Old Sigma, Cold Sigma. Si vous utilisez un appareil photo numérique ou une caméra CMOS et que vous ne faites pas de binning, vous allez sélectionner uniquement alignement des images bin 1. Donc c'est important. Donc ici vous sélectionnez votre image de référence que vous avez sélectionnée dans le premier processus dans vérification du FWHM ou n'importe laquelle, hein, si vous passez cette étape, hein, vous choisissez une image sur laquelle vous voulez réaligner toutes les autres. Ensuite, donc ici dans File, vous allez sélectionner l'image. Et ensuite ici dans Add File, vous allez sélectionner toutes vos images qui sont dématricées. Ensuite ici le Output Directory, l'endroit où vous voulez les enregistrer. Et interpolation, on ne touche pas et on clique OK. Alors certains d'entre vous m'envoient un mail comme quoi ils avaient des problèmes au niveau de l'alignement. Donc en fait le souci c'est que c'est bien au final de la prise de vue. On avait vu ensemble mais je préfère vous le dire. Si vous avez un fond du ciel qui est très épais, vous avez fait des photos sous la lune qui était très forte et pas loin, vous avez un fond du ciel qui n'est pas noir mais qui est gris, voire même gris très clair parfois, eh bien le logiciel va avoir du mal à faire la différence entre les étoiles et le fond du ciel. Donc ça se passe ici. Après, alors moi j'ai jamais eu trop de problèmes là-dessus parce que je fais très attention à pas faire de photos lorsqu'il y a la lune ou autre. Donc, mais si c'est le cas pour vous, il va falloir trouver les bons paramètres à ce niveau-là dans Star Detection. Là, je peux pas trop vous aider. Ensuite, si vous faites du binning avec vos images, que vous avez par exemple fait votre image de luminance avec un filtre clair, donc en bin 1, donc en pleine résolution de votre caméra, et que vous faites ensuite du bin 2 pour vos couches RGB, il va falloir utiliser alignement des images en bin 2. Ce qui change, c'est l'interpolation qui est en bicubic spline. Donc ici, vous allez sélectionner donc, votre image de référence qui sera exactement la même que la bin 1, comme ça aura pour but de recadrer déjà, donc de réagrandir l'image en bin 2 par rapport à la bin 1, donc ça va doubler la taille et recadrer par rapport aux étoiles. Et ici, en fait, ce processus il nous permet d'éviter d'avoir des étoiles trop carrées. Parce que quand on double la taille d'une image, voilà, ça pixelise un peu. Donc on risque d'avoir des images, des étoiles plutôt carrées que rondes. Et ici, image intégration, c'est là où on va intégrer toutes nos images. Donc là, vous allez sélectionner toutes vos images qui auront été alignées grâce à Add File ici. Et ici, il va falloir sélectionner la réjection. Alors si vous avez moins de 10 images ou 10 images, vous allez plutôt sélectionner Persing Clipping. Plus de 10 Sigma et plus de 20 je dirais Windows Sigma Clipping. Bref, Windows Sigma Clipping marche bien ou essayer Sigma Clipping, c'est les plus classiques. Très bien, et ben voilà, ça c'était pour le premier processus pour le pré-traitement. Maintenant on va voir le processus qui est le second que j'utilise, c'est le processus qui me permet de créer des masques. Donc clic droit, Process Icon, l'autre Process Icon, et on va aller Star Mask, voilà. Donc vous allez les avoir ici, pousser un petit peu ça. Alors on va les décaler pour le bien de la vidéo, on va les mettre au milieu. Voilà. Alors ici, à quoi me sert ce process icon? Il me sert uniquement à faire les masques que vous pouvez voir par exemple ici, que vous pouvez voir ici, que vous pouvez voir, donc je vais vous en montrer quelques-uns, méthode ACDNR, voilà. Donc aussi les Star Mask, voilà. Star Mask 1, 2, j'en ai plein. Je ne reviens pas sur ce qu'est les masques, hein, où j'en ai beaucoup parlé dans mes traitements d'images. Et j'en reparlerai sûrement dans d'autres vidéos. Là, ce n'est pas le but de cette vidéo. Voilà, donc tout ça, c'est des masques que j'ai créés avec ce process icon. Donc ici, vous avez un process icon qui me permet de faire un masque des toutes petites étoiles. Donc comment je l'utilise? Il suffit de le faire glisser. Bon là c'est le mauvais exemple parce que normalement c'est sur une image linéaire avant que la photo soit montée en histogramme. Mais voilà, vous allez récupérer uniquement que les petites structures, les petites étoiles. Voilà, donc quand j'utilise ce processus là, je fais une dilatation des étoiles. Donc là, vu qu'on a des toutes petites étoiles, on j'aime bien avoir des trucs un peu plus gros que vraiment que juste la taille de l'étoile. Donc je fais une dilatation, ça va pour but d'augmenter la taille des étoiles qui seront blanches. Et ensuite, alors là c'est pas dans l'ordre, par contre, maintenant je l'ai même pas mis. Si, je fais une petite convolution, ça va flouter un petit peu l'étoile. Alors ça, bien entendu, c'est mon process icon, je sais comment l'utiliser, je sais dans quelle ordre je dois faire les choses. Là, je l'ai mis à peu près dans l'ordre pour que vous puissiez vous y retrouver vous aussi. Cependant, mon conseil, c'est de faire, donc limite d'utiliser celui-là pour débuter, parce qu'il y a plein de choses au début que vous n'allez pas utiliser.
et d'ensuite faire votre propre process icon où vous allez vraiment faire à votre guise, et ainsi vous allez vous souvenir, à vrai dire, de ce que vous faites, quoi. Voilà, donc ici, après, je fais des star masks sur les petites étoiles. Comme je le répète encore une fois, mais ces réglages-là sont bien pour ma caméra, pour mon setup à moi. Ce ne sera pas forcément le cas pour vous, donc il va peut-être falloir jouer sur le mid-tone, là par exemple, etc. Donc comme vous pouvez le voir ici, vous avez aussi une description. Star Mask à utiliser sur une image linéaire, comme je le répète encore, mais c'est avant la montée d'histogramme. Et qui va vous donner donc un masque comme ceci. Oups, non, c'est pas celui-là, ça doit être... donc ça c'est les petites étoiles. Voilà, on va avoir un masque comme celui-là. Après on va avoir les moyennes étoiles. Donc celui-ci, donc les réglages changent. Donc on va avoir un masque comme celui-là. Et ainsi de suite. Voilà. Jusqu'à arriver ici. Donc j'ai un truc spécial pour retirer les halos. Donc ça va permettre de retirer les légers halos qu'on va avoir sur les étoiles, les grosses étoiles. Donc vous pouvez voir en cliquant là. Il faut appliquer le masque grosses étoiles avant l'utilisation du processus. Et après... jouer sur le derigging, donc on va voir ça tout de suite. Ici, en général c'est entre 0,01 et 0,0015. Et vous l'appliquez, ça va avoir pour but d'enlever un petit peu ce halo. Et derigging, il va falloir jouer donc dessus en fait pour éviter d'avoir à la place du retrait de halo, d'avoir un gros halo noir, hein, c'est très disgracieux. Voilà, donc ici on va voir pour les très grosses étoiles, si vous avez des grosses étoiles qui sont beaucoup plus grosses que les autres. Et ici, alors ici c'est un petit script qui s'appelle Pixel Math, ça permet de faire des maths avec les pixels. Donc je vais juste utiliser ici le maximum de valeur de chaque masque, donc ici SM, Star Mask 1, Star Mask 2 et tout. Donc pour créer en fait un masque d'étoile comme ceci, où il va prendre les valeurs maximales de chaque masque et en faire un avec toutes ces valeurs. Donc on se retrouve avec un masque en fait avec toutes les étoiles, de tous les masques. Donc après souvent je lui mets une petite convolution. Je fais un petit tampon. Ici, le tampon, ça sert à quoi? Et ben, si vous avez une étoile en trop, vous restez cliqué. Hop, il faut que je le rouvre. Vous faites CTRL et vous cliquez. Ici, vous mettez peut-être 50 et vous pouvez copier les pixels d'à côté. Vous pouvez ainsi supprimer des étoiles. Donc ça, c'est bien pour supprimer, par exemple, le centre des galaxies qui ont été détectées comme des étoiles. Donc maintenant, on va faire des masques de luminance. On a vu avant, c'était pour faire des masques d'étoiles. Donc on va avoir un masque qui s'appelle méthode ACDNR qui va nous donner des masques de ce genre là. Hop, voilà. Donc là par contre il va falloir faire une montée d'histogramme sur une copie de l'image pour pouvoir faire un masque comme ceci. Donc de toute façon je vous ai marqué là, créer un clone de l'image de luminance et faire une montée d'histogramme. Faire une preview, donc preview, on va la voir ici. Voilà, et venir jouer ensuite sur les curseurs midtone et shadow. Voilà. Vous pouvez voir, hein, on peut créer un autre masque, il est inversé, mais voilà. Et ensuite, vous cliquez sur le carré et ça va créer ce masque. Ensuite, on va avoir un masque avec une montée d'histogramme classique. En fait, vous pouvez utiliser une copie de la couche de luminance. Ah oui, par contre, il faut utiliser une copie de la couche de luminance. C'est-à-dire, si vous avez déjà une image RVB comme ceci, sur votre image, voilà, si vous êtes avec de l'APN, vous avez directement une image couleur. Donc vous allez utiliser ce petit raccourci ici, extraction de la luminance, et vous vous retrouvez en fait voilà avec une image de luminance. D'ailleurs c'est cette méthode là qu'on utilise toujours en traitement des appareils photo numériques. Vous ne traitez jamais directement sur votre image couleur pleine, comme si c'était une seule image. Vous soustrayez, vous ressortez l'image de luminance de votre image. Vous traitez ensuite l'image de luminance à part de l'image couleur. Exactement comme si vous faisiez un traitement en LRVB, c'est le même principe. Donc c'est pour ça qu'en fait, tous mes tutos que je fais, ils sont vraiment valables pour les images APN. Sauf que vous sauterez l'étape en fait de création de l'image couleur qui sera déjà créée. Vous allez juste vous retirer la luminance de votre image couleur, comme ça vous vous retrouvez avec une image de luminance et une image de couleur. Et ensuite vous faites tout le même traitement, la même chose que mes tutos.
Voilà mon histogram. Alors la courbe, je passe aussi, hein, si vous voulez augmenter un peu certaines valeurs dans l'image. Alors méthode range mask, ça c'est pas mal. Donc vous allez faire un preview ici et vous allez pouvoir. Donc ça c'est pareil, ça s'applique, ça se fait sur une image non linéaire, donc où il y a une montée d'histogramme déjà un minimum de fait. Donc vous pouvez créer comme ça un masque. Ce qui va donner des masques plutôt comme ceci. C'est plutôt binaire comme couleur, c'est noir et blanc, avec un petit flou sur les rebords. Le flou il se règle avec le fuse et le smoothness là. Ensuite ici j'ai un petit process qui me permet donc d'utiliser ce range mask, d'utiliser le star mask total et d'enlever en fait les étoiles du masque qui est ici. Donc ce qui nous donne en fait une image comme ceci où on a retiré les étoiles du masque. Donc ça nous permet quoi? Et bien c'est super pratique. Comme ça on va régler, par exemple si vous voulez augmenter la saturation mais uniquement de la galaxie, ben là vous pouvez parce que vous avez un masque qui va être utilisé vraiment que sur la galaxie. On voit que là c'est noir. Bon là celui-ci il faut l'utiliser en mode inverse, hein, c'est-à-dire le blanc et noir, noir et blanc. Mais voilà, c'est ultra pratique pour faire des réglages locaux sur l'objet principal. Après, si vous avez des problèmes, en fait, aussi s'il reste des étoiles, souvent, moi il m'en reste plein, hein, eh bien, on réutilise le coup de tampon, on clique droit dessus, et vous voyez, hop, vous pouvez supprimer les étoiles, tac, clac, 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 voilà, sur toute l'image s'il en reste plein, et après vous cliquez là, et ça enlèvera ce que vous avez enlevé. Vraiment, je passe vite, hein, j'essaie de passer vite parce que ce n'est pas du tout le but de vous montrer comment on fait un traitement, mais vite fait à quoi servent les différents process que j'ai mis, parce que si vous ne les connaissez pas, vous allez avoir beaucoup de mal à utiliser mes process icônes. Très bien, donc quand j'ai réalisé tous mes masques, donc vous voyez que j'en ai quand même un certain nombre, je les utilise pas forcément tous, mais si j'en ai besoin, au moins ils sont créés. On va ouvrir le troisième process icône qui nous intéresse aujourd'hui, traitement classique. Donc voilà, donc pour le bien encore de la vidéo, on va tout mettre ça au centre. Voilà, donc ça en général c'est tous les processus que j'utilise tout le temps, quasiment tout le temps. Après ici j'ai mis à part donc des processus qui sont plutôt que j'aime bien avoir à portée de main, d'avoir une visibilité rapide comme le STF. Et puis le crop c'est intéressant à l'avoir aussi. Parce que c'est ce qu'on va faire souvent au tout début. Hein, vous allez avoir des petites bandes noires souvent après l'intégration des images. Donc il va falloir découper sur votre image de luminance et de RVB pour supprimer ces bandes noires. Alors maintenant, même principe, je vous ai mis dans le petit carré là une description de comment utiliser le processus. Mais on va voir rapidement à quoi servent les différents processus. Donc DBE, si on l'ouvre, ça crée une croix au milieu. Donc il va falloir mettre des petits carrés partout dans les zones noires, hein, très important, zones noires. Et ça nous permet en fait de supprimer les gros gradients. Si vous avez des gros gradients dus à l'opposition lumineuse ou dus à un lampadaire qui est pas très loin, des fois on va avoir un gradient sur... Donc ça c'est à la fois appliqué sur l'image couleur et l'image de luminance. Donc normalement tout est déjà réglé, hein. Donc en mode soustraction, normalisation et en remplacement de la target image. Voilà. Donc ici c'est la tolérance, si vous avez un fond du ciel un peu trop clair, donc il va falloir augmenter la tolérance, souvent jusqu'à aller au maximum 2. Souvent à 1 ça suffit. Même 0,5 si votre image n'a pas trop de gradient, qu'elle n'est pas trop claire. Donc voilà, on va la fermer. Ici c'est la même version que l'autre d'avant mais en automatique. Là vous n'avez rien à faire, vous avez juste à l'appliquer comme ceci ou avec le carré. Le carré ça applique sur l'image qui active. Et le petit triangle, vous le faites glisser sur l'image que vous voulez, sur laquelle vous voulez appliquer. Par exemple, vous avez les deux images comme ça, vous allez faire glisser vers l'image que vous voulez, celle-ci là ou celle-ci là. La seule chose qu'il faudra régler dans cette image, c'est le petit 4 ici, en fonction de si vous avez un fort gradient ou un léger. Donc après, vous pouvez voir d'ailleurs quand on laisse la souris dessus, vous avez indiqué en anglais qu'est-ce qu'il faut faire en fonction du gradient. D'ailleurs, je crois que je vous l'ai mis aussi. Sur Functional Degree en fonction de votre gradient. Faites des essais, montez, diminuez-le, puis vous verrez bien.
Des fois j'applique les deux, DBE d'abord et auto après, ça permet de relisser encore plus l'image. Ensuite, normalisation des couches. Ici, par exemple, vous avez fait des couches R, V et B. Ça permet de normaliser la R, la V et la B ensemble. Donc je sélectionne par exemple la couche R et je l'applique ensuite à la couche V et B. Ça va avoir pour but déjà, quand vous allez créer votre image RVB en une seule avec ces trois couches, d'avoir des niveaux qui sont déjà à peu près cohérents. Ça vous évite d'avoir des images toutes vertes, toutes bleues ou toutes rouges. Ensuite, qu'est-ce que je fais sur mon image? Là, on reste encore sur des images linéaires. Avant la montée d'histogramme, je vais créer ce qu'on appelle une réduction de bruit. Alors, trois méthodes. J'utilise pas toujours les trois. Souvent, j'en utilise qu'une. Et d'ailleurs, le plus souvent, c'est pas celle-là, c'est celle-ci, avec le Multiscale Linear Transform. Vous allez appliquer un masque sur le fond du ciel. Par exemple, ici, j'aurais appliqué celui-ci. Voilà, vous l'appliquez comme ceci. Donc, je le répète, les masques, les zones blanches, c'est les zones où on va appliquer le traitement, les zones noires, ce sont les zones protégées. Donc ensuite, je vais réaliser une prévisualisation. Voilà, on peut voir ici. Et donc les paramètres à utiliser, c'est ceci. Donc là, je vais l'appliquer. Donc là, on ne voit pas grand-chose parce que ça s'applique sur une image linéaire, donc les réglages ne seront pas les mêmes. Mais voilà, ça aura pour but de lisser le fond du ciel qui est noir. Voilà, donc vous avez la méthode ici à TrueWavelet, c'est un peu la même chose. Et la méthode de TGV Denoise, alors ça c'est différent. Ça marche très bien pour les images linéaires. Cependant, les réglages sont vraiment précis pour mes photos. Ça peut marcher très bien pour les vôtres. Cependant, ici, on peut venir à devoir toucher ceci. Mais bon, on va plutôt toucher les Z Protection. Ça permet de protéger les étoiles et les petites structures. Donc, il va falloir monter ou diminuer en fonction de quelle structure vous voulez protéger. Et ici, donc la force de lissage. Ensuite, sur mon image, je vais créer une image PSF. Alors l'image PSF, c'est ça. Voilà, vous voyez que c'est une petite étoile. Donc c'est une étoile artificielle qu'on va créer avec nos étoiles qui sont sur notre image. Donc comment on va faire? On va venir sélectionner ici donc les images de taille moyenne. Alors c'est vraiment pas le bon exemple, hein. Voilà, vous sélectionnez un maximum d'étoiles moyennes, en général une trentaine. Donc je vous passe, hein, mais pareil, ça se réalise sur une image linéaire. Ensuite ici, vous allez faire CTRL A. Ça a pour but de sélectionner toutes les images ici, toutes les étoiles que vous avez sélectionnées. Et vous allez cliquer sur le petit appareil photo ici. Et paf, ça vous a créé donc une étoile artificielle. Cette étoile artificielle, en fait, elle correspond à la moyenne de la déformation de chaque étoile que vous avez sélectionnée. Donc ça crée une fausse étoile, mais qui a exactement la moyenne de la déformation de vos étoiles. On va quitter ça. Ensuite, on va faire une déconvolution. Donc déconvolution, ici vous avez une description. Il va falloir appliquer un masque de luminance, donc pour protéger le fond du ciel. Donc en gros, vous pouvez appliquer celui-ci. Vous l'appliquez, hop, vous l'appliquez et vous faites masque. Vous voyez que nous on va appliquer la déconvolution sur la galaxie, donc là elle est protégée, donc on fait un vert masque. Et voilà. Ensuite, vous pouvez faire un preview si vous voulez sur la galaxie. Venez sur la preview pour appliquer le traitement sur la preview avant de l'appliquer sur la galaxie entière. Ça vous fera gagner énormément de temps. Bref, ensuite vous sélectionnez ici le Star Mask Total ou alors un autre Star Mask. Hein. Là c'est à vous de choisir. Si vous voulez le Star Mask 2 ou un que vous avez créé vous-même avec un autre nom, vous mettez le nom de votre Star Mask. Et itération 10 c'est très bien, entre 10 et 20. Regulating, voilà, l'algorithme il est très bien aussi. Vous pouvez le changer et tester. Hein. Et ensuite ici vous allez voir que quand vous avez appliqué la déconvolution, vous pouvez avoir des artefacts. Donc là, il va falloir diminuer le rigging qui est à la base à 0,1 je crois. Donc le diminuer. Donc ça aura pour but de redonner beaucoup de détails à votre galaxie. Parce que le logiciel il va calculer donc la déformation de l'étoile de PSF et déterminer que s'il fait un effet inverse de cette déformation, bah en fait on vient gagner de la résolution. C'est un peu le principe. Ensuite, on va faire une montée d'histogramme classique. Je vous passe
Ici vous avez, alors j'utilise souvent 2-3 fois l'histogramme et ensuite je fais un masked stretch. Donc ici souvent je diminue vers 0,8 vers le fond du ciel. Target background, en fait je viens faire un petit preview sur le fond du ciel et je viens le sélectionner ici et je l'applique. Donc ça va créer une montée d'histogramme progressif en protégeant les zones claires pour éviter d'avoir des zones cramées. Donc la curve, ça c'est des petites curves si vous voulez augmenter un peu les zones. Bon, ça on connaît. Ici c'est un petit processus qui vous permet de rendre du détail. Alors là il n'y a aucun réglage, hein. Il faut venir régler ici les ondelettes. Je l'utilise pas très souvent, hein. Je préfère utiliser Unsharp Mask avec un amount 80 voire même moins et avec une force même un peu plus faible. Deringing oui ou non, je fais des essais. Ensuite, donc ça c'est tout ce qui était pour la couche de luminance. Ensuite, moi je crée donc sur ma couche RVB maintenant. Donc là on va utiliser la couche RVB pour créer une RVB justement. Une couche couleur à laquelle je vais réappliquer un DBE, un auto background. Ensuite, je vais créer un background neutralisation. Donc ça, ce sera à faire. Là, on est vraiment, si vous avez une image APN, là c'est pareil, hein. D'ailleurs, vous changez le nom ici, je l'ai laissé, mais donc là, vous allez créer donc un preview, comme ici, le preview numéro 2. Vous venez le sélectionner ici. Il faut que ce soit une zone bien noire. Vous appuyez sur le carré, ça va vous aligner vos couches couleurs. Et ensuite, il va falloir faire une calibration des couleurs. Voilà, vous allez sélectionner une zone de référence de blanc que vous allez mettre ici. Donc là, ça serait preview 1 pour moi. Ici, le background référence, donc la référence du fond du ciel, ici, preview numéro 2. Et ici, je décoche la case si c'est une galaxie par exemple, mais si c'est une nébuleuse, je vais la laisser cocher parce qu'il va plutôt prendre en laissant cocher les étoiles comme référence de blanc. Il y a un autre processus qui permet de faire ça, c'est photométrique color calibration. Bon, des fois je l'essaye, ça marche bien. Après, des fois ça marche pas du tout. Donc je préfère des fois le faire en manuel. Alors ici, ce petit processus, il est appliqué sur les images couleurs. Donc s'il y a une petite teinte dans les étoiles ou carrément sur l'image de vert, par exemple de vert, de rouge ou de bleu, et bien en fait on va venir enlever cette petite teinte. C'est très bien comme processus ça. Et vous venez ici appliquer, choisir la force. Voilà, là c'est 100% de la force, 60, 50% de la force. Toujours les petits carrés qui vous dit quoi. Ici une courbe, alors ça c'est ce que j'utilisais en SHO, bon je voulais les laisser mais vous en ferez ce que vous voulez. Color saturation, donc là quand vous cliquez sur le petit carré sur le côté vous montez toute la saturation. Ou alors vous venez monter ou diminuer la saturation d'une certaine couleur. Ici U, ça permet, par exemple, vous voyez que c'est pas facile d'aller monter la saturation du rouge. Vous venez décaler le rouge ici, donc vous le resettez. Et vous pouvez donc monter que le rouge par exemple. En faisant ça, voilà, ça monte que la couleur rouge. Bien sûr, ça c'est utilisable donc en appliquant un masque, sans masque. Donc si c'est sans masque, vous allez monter la couleur saturation de toute l'image dans le fond du ciel. C'est pas ce qu'on veut souvent. Souvent on veut un masque de luminance pour avoir que les étoiles et la galaxie. Parfois on veut que la galaxie, donc ça sert à ça tous les masques qu'on a créés avant. Et même qu'on va pouvoir appliquer un masque de fond du ciel. Donc pour même là faire l'inverse, diminuer à fond la saturation du fond du ciel, comme ça on n'aura pas de teinte dans le fond du ciel, on aura un fond du ciel bien noir. Donc après tout ça, je fais une montée d'histogramme. C'est pareil, là on revient en haut, montée d'histogramme. Pour l'image RVB qui est encore en mode linéaire à ce moment-là, hein, on fait monter l'histogramme. Après la montée d'histogramme, on va faire une combinaison de la couche de luminance à la RVB, donc on s'en glisser comme ça sur la RVB. Donc. Et ici, saturation, quand on baisse, en fait, ça vient monter la saturation. C'est intéressant, moi je trouve. Du coup, je la rapplique plein de fois, ça fait monter au fur et à mesure la saturation. Je trouve ça assez intéressant. Donc là, je voulais laisser un petit calcul quand vous voulez appliquer une couche de HA à une couche RVB. Alors comment ça marche ici? Il va falloir que votre couche HA s'appelle HA avec un H majuscule. Et vous allez ensuite l'appliquer sur la couche RVB. Donc ça va extraire la couche de rouge et ça va appliquer la HA à 80%.
Voilà, vous pouvez diminuer ici si vous voulez mettre que 60% de HA, vous mettez 6, etc. Et ensuite ici, je viens créer donc, je viens regérer un petit peu le bruit s'il y a eu une augmentation du bruit avec ACDNR. Une chose à savoir, là les deux cas sont cochés, donc vous faites une réduction du bruit à la fois sur la luminance et à la fois sur la chrominance. Si vous voulez diminuer le bruit de chrominance, donc des espèces d'artefacts de couleur, il va falloir décocher Light et ici l'utiliser uniquement sur la chrominance. Vous pouvez augmenter la force. C'est super pour le fond du ciel aussi ça. Ou alors la galaxie, si vous avez forcé un petit peu sur la saturation, vous venez un petit peu relisser les couleurs. Ensuite je crée une réduction d'étoiles. Voilà, ce processus il est très bien, je vous conseille de le garder comme tel. Vous pouvez l'appliquer plusieurs fois, c'est progressif. Et ensuite je check un petit peu toute mon image s'il n'y a pas des petits artefacts ou des petits pixels résiduels, où je viens appliquer un petit tampon. Et toute dernière chose, je viens créer un auto-histogramme à 0,708. En fait ça vient harmoniser tout le fond du ciel de mes photos, comme ça, voilà, toute ma collection d'images, j'utilise ça, et toutes mes images sont cohérentes au niveau du fond du ciel. Bien entendu, ça marche pas toujours avec toutes les photos. Des fois, on aime bien avoir un fond du ciel un peu plus clair sur certains types d'images, comme les nébuleuses. Donc, je l'utilise pas forcément sur les nébuleuses. Bon, voilà, je conçois que, vu comme ça paraît un petit peu compliqué. Même pour ceux qui ont déjà PixInsight depuis longtemps, si vous n'êtes pas aussi au point sur ce logiciel. Mais au moins, ça vous donne une méthode du travail, voilà, avec tous les différents procédés que j'utilise moi, si ça vous intéresse. Bien entendu, c'est à adapter à vos photos, à votre méthode de prise de vue. C'est aussi adapté en fonction de votre connaissance. Si il y a des process que vous ne connaissez pas, ici ce sera l'occasion de les utiliser et de faire vos propres essais. Et d'ensuite, après à côté, faire vos propres process icônes avec ce que vous allez utiliser le plus. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ces process icônes vous serviront, qui vous aideront à vous améliorer dans PixInsight. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous un bon ciel. N'oubliez pas l'abonnement, la cloche, le pouce bleu et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.